Seine-et-Marne, forêt domaniale de Signes-Abilles. Donc c'est 3535 hectares de forêt feuillue, donc complètement un tout autre contexte qu'ici, il n'y avait que 4% de résineux. Donc à l'époque, on parlait même de désenrésiner les bords de ruisseaux pour faire quelque chose de sympathique. Ce qu'on a fait donc nous à l'époque, c'était la forêt là-bas allait être fortement morcelée suite à notre politique de régénération. On avait une forêt qui était particulièrement âgée, on va dire, et irrégularisée dans les vieux bois. C'est-à-dire que 80% de la forêt avant 1960 avait des arbres qui avaient plus de 100 ans et de plus ou moins denses, mais c'est un petit peu le principe. Et ensuite, l'Office national des forêts, politique de futaies régulières, transformation en futaies régulières. Donc on fait un groupe de régénération, c'est-à-dire que sur cette forêt-là, on dit pendant 20 ans, on va couper 600 hectares pour planter derrière, ou faire de la régénération naturelle. Donc on rentrera peut-être dans les détails un petit peu plus tard, mais ce qui fait qu'on avait une évolution de cette forêt qui allait vers une diminution de sa valeur biologique, si on veut bien. Donc ce qu'on a fait à l'époque, c'était de réfléchir, de dire, ben voilà, si on ne fait rien, ça va aller comme ça, de plus en plus fort. Donc l'idée, c'était de voir ce qu'on pouvait et de quelle manière garder un petit peu de peuplement intéressant, de peuplement de vieux bois, et puis de mares, de ruisseaux, parce que c'est une forêt un petit peu particulière. Donc sur sol argileux. Si on a une parcelle de 10 hectares là-bas, s'il n'y a pas 3 ruisseaux à l'intérieur de la forêt, c'est qu'on n'est pas dans la bonne forêt. Chez nous, c'est 3 ruisseaux minimum. Il y a 80 km de ruisseaux à l'intérieur. Donc, se servir un petit peu de tous ces éléments-là pour voir ce qu'on pouvait faire comme continuité écologique pour des espèces qui bougeraient peu, comme mousse, champignons, lichens et puis insectes saproxyliques. Donc, de faire des continuités entre ces différentes zones qu'on garderait volontairement, donc ce qu'on disait à l'époque de corridor écologique. Voilà, donc le terme corridor écologique, moi je vais parler un peu théorie, un truc un peu barbant, et puis lui il parle pratique. Et puis on échangera pour aller un peu plus sur le cas pratique qui est juste derrière nous, on arrive à faire ça en 30 minutes. Non mais je parle pas, hein. On m'entend? C'est mieux ou pas? Oui. Ouais, on m'entend tout juste. C'est mieux avec un micro. C'est plus confortable avec un micro. Donc on va prendre le micro et puis ça va bien. Et par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme il n'y en aura pas après, posez-les pendant. Allez, à toi. Là, tout le monde m'entend, c'est pratique? Ok. Alors, sur la partie théorique, en fait, le terme continuité écologique est apparu tout récemment. C'est pas quelque chose qu'on parlait couramment dans les années 1900. Ça apparaît lors du Grenelle de l'environnement 1 et 2. Donc, c'est devenu une obligation réglementaire de les intégrer au document d'urbanisme. Donc, c'est inscrit au code de l'urbanisme et c'est aussi inscrit au code de l'environnement. Donc, dans le code de l'environnement, moi j'ai un petit papier parce que le listing est gros, mais dans le code de l'environnement, donc c'est des obligations réglementaires, c'est-à-dire qu'au niveau du SCOT et des PLU, donc tout ce qui est document d'urbanisme, il y a une obligation d'intégrer les continuités écologiques et de les prendre en compte systématiquement. Au niveau du code de l'environnement, il est stipulé en fait, donc c'est une obligation de les prendre en compte. L'objectif c'est donc de diminuer la fragmentation au niveau des habitats pour permettre justement donc un échange génétique au niveau des populations. Pour cela, il faut prendre aussi en compte leur biologie. On a affaire à des espèces forestières, mais dans la forêt, il y a aussi des milieux humides, il ne faut pas en oublier. C'est prendre en compte aussi les états de conservation qui sont favorables pour les espèces. Donc l'objectif, c'est d'atteindre un état de conservation favorable. On va surtout jouer en prenant en compte les cycles de vie des espèces qui sont inscrites aux annexes 1 et 2 des directives, mais aussi protégées à l'échelle nationale et aussi protégées à l'échelle régionale, puisqu'on a des listes rouges qui sont déclinées au niveau administratif. Donc c'est ces espèces-là qu'on va cibler principalement à chaque fois. Et l'objectif, c'est donc d'améliorer aussi la qualité du paysage, mais aussi d'améliorer et de conserver la fonctionnalité des milieux et les services qui se rendent, puisqu'un habitat quand même rend aussi des services à l'espèce humaine. Je pense notamment à la forêt, tout ce qui est relatif à la filtration de l'eau et tout ça. Pour mener à bien tout ça, donc Stéphane a été précurseur en 2012. Mais au niveau national, on a pris beaucoup de temps pour mettre en place des protocoles standardisés. Et ils ne sont toujours pas standardisés, sinon ça ne serait pas drôle. Donc moi, le protocole que je vous présente aujourd'hui, c'est un truc en fait qu'on a travaillé avec le laboratoire TEMA, qui est un laboratoire à Besançon. On est un peu précurseur, donc je vais essayer de faire très simple. Et si vous avez des questions d'ordre technique, d'ordre de programmation et autres, puisqu'on est sur la modélisation, vous venez me voir en aparté. Comme ça, ça sera plus simple et ça permettra de remplir les 30 minutes
qu'on nous a donné comme objectif, si ça convient à tout le monde. Donc, quand on va parler continuité écologique, on va parler de trame verte et bleue. On va souvent entendre trame verte et bleue. Ce terme-là, un peu barbare, en fait, définit donc la trame verte qui va être la forêt, tout ce qui est milieu ouvert. Et on a la trame bleue qui va donc décrire, comme son nom l'indique, le bleu, donc les milieux aquatiques et les milieux humides. Donc, les trames peuvent se chevaucher. On est dans une forêt, on est dans le milieu ardennais. Donc, les Ardennes, il y a de la forêt, mais dans la forêt, il y a beaucoup de tourbières, il y a des ruisseaux. Donc, c'est aussi des éléments à prendre en compte dans la réflexion. Quand on va parler continuité écologique, on va parler biologie des espèces. On ne peut pas parler et restaurer des continuités écologiques pour tout le monde. Il faut prendre aussi certaines espèces et cibler. D'où l'intérêt d'avoir pris des espèces qui sont classées au niveau régional, départemental, voire au niveau national et européen. C'est ce qu'on va appeler des espèces parapluies. L'intérêt de ces espèces parapluies, c'est qu'en général, ils ont une écologie qui est tellement restreinte, en fait, qu'ils vont prendre en compte aussi toutes les autres espèces un peu plus ordinaires et qui ont la malchance de ne pas forcément être inscrites sur ces listes-là. Par exemple, le moineau. Ça paraît bête, mais les populations de moineaux ont diminué de 60% depuis ces 20 dernières années. Ça paraît anodin, mais c'est quand même assez notable. Donc, pour mener à bien ça, on va identifier donc, des réservoirs. Alors, qu'est-ce qu'un réservoir ? Au niveau réglementaire, normalement, c'est que les réservoirs réglementaires. Donc, on va se retrouver sur les sites Natura 2000. Ça tombe bien, on est sur un site Natura 2000. On va prendre en compte aussi les espaces classés et protégés. Et nous, en fait, ce qu'on a fait dans le 12, c'est qu'on a pris aussi les inventaires et l'état des connaissances qu'on avait avec les associations. Parce qu'on a estimé que l'état de protection au niveau réglementaire était insuffisant par rapport à l'état de connaissance et qu'on avait des espèces protégées qui méritaient ce classement de protection et qui n'étaient pas dans ces listes-là. Donc on a affiné le protocole à ce niveau-là. Donc l'idée, on a des blocs de réservoirs, on émet une théorie, d'accord ? On a le réservoir A ici, derrière nous, on a le réservoir B derrière nous. Problématique, comment les espèces font pour aller du point A au point B. Ça va être en fait ce qu'on va appeler les continuités écologiques, les corridors, d'accord ? Si on fait simple, c'est aussi un flux, un transfert de flux. Par exemple, vous avez votre cerveau, vous avez votre cœur, vous avez des artères et des veines qui relient les deux éléments. Et bien, c'est typiquement ça en fait dans l'écologie. En fait, les espèces, ils ont le cerveau et ils ont le cœur. Ils ont des zones pour réfléchir, des zones pour faire leur cycle de vie, pour s'alimenter, d'autres pour se reproduire. Et il leur faut des corridors. Il faut savoir que chaque espèce, chaque groupe d'espèces vont avoir une écologie qui leur est spécifique. Donc on ne peut pas se dire, on va juste là comme ça, il y a de l'herbe, il y a de la fougère, c'est très bien, ça ira pour toutes les espèces. Si on parle de chauves-souris, par exemple, les chauves-souris, c'est des espèces qui font mener de l'écolocation. Donc ça amène de l'écolocation pour se déplacer. Il va leur falloir en fait des zones, des secteurs où le son va pouvoir, Envoyer. Oui, on peut faire comme ça. En fait, se reverber pour pouvoir revenir à lui. Et en fait, ça va lui transmettre l'image pour se déplacer. Donc, par exemple, les chauves-souris, ça tombe sur des zones où vraiment, là, on a des coupes rases complètes, on n'a plus d'arbres, on n'a même plus de tronc, plus rien. Elles ne pourront pas se déplacer, ça fera en fait une rupture écologique. Donc, je te laisse, Stéphane, continuer. C'est impeccable parce que moi, grosso modo, là, voilà. Donc, à part que c'était il y a 9 ans, et le point de départ, pour vous montrer une petite carte, si je reviens un petit peu là-dessus. Je viens, oui, merci. Ah, la dame qui tient la carte, impeccable. Donc, on ne se connaissait pas, hein, on a juste fait connaissance comme ça il n'y a pas longtemps, mais bon, ça c'était pour que vous compreniez un petit peu donc, mon massif forestier et le début de notre réflexion, et après on va arriver jusque la chauve-souris. Hein, le début de notre réflexion, c'était que ce qui est en bleu un petit peu foncé et ce qui est en bleu un petit peu clair, on va dire surtout ce qui est en blanc, c'est les vieux peuplements. D'accord ? Donc ce qui était en bleu un peu foncé, un peu clair, ce sont des vieux peuplements, mais qui ont été coupés il y a une cinquantaine d'années. D'accord ? Toujours sur le principe de l'ONF. Donc soit régénération naturelle, d'accord ? Vu que nous on a un peuplement signalabéique qui est très mélangé. Donc c'est chêne, hêtre, frêne, érable et merisier. Il y a à peu près un tiers de chaque. Un tiers de chêne, un tiers de hêtre, et un tiers de frêne, érable, merisier. Plus charme, bouleau, un peu tout ce qu'on veut. Donc c'est une forêt qui est très mélangée et qui est très particulière avec ça. C'est que un peu moins de relief qu'ici. Et par contre, donc des ruisseaux qui découpent très fortement la forêt et une microtopographie. Et donc on peut avoir de l'aulne glutineux qui est une naissance extrêmement exigeante en eau, qui côtoie à 5 mètres, même pas, parce qu'on a un petit relief de pas grand-chose, du hêtre qui lui va être quelque chose qui va plutôt aimer les terrains secs, on va dire. Voilà, pour faire rapidement. Donc, notre forêt, comme j'ai dit, avant 1960, 80% de la forêt ici, c'était en blanc.
D'accord. Donc là, on est arrivé en 2012 avec les 2 premières couleurs. Là, donc ça, les forestiers, j'étais pas là. Moi aussi, je suis arrivé à peu près dans ces années-là. Et ensuite, ce qui est en violet, toute la famille du violet, soit le violet foncé, soit le violet bariolé, c'est ce que l'aménagiste de l'époque, dans sa réflexion globale de l'ONF, a dit, ben voilà, sur l'ensemble de la forêt, pour que la forêt soit équilibrée avec des classes d'âge, tout un tas de choses que vous pourrez me poser des questions aussi si on va bien, mais bon, il faut encore qu'il y ait 600 hectares de peuplement vieux qui soient transformés en peuplement jeune, pour que les vieux qui puissent encore donner des glands, mais pas trop vieux, on va dire, ou des faînes, ou des samars pour les érables, régénèrent la forêt et repartent en forêt naturelle. Et cette surface dépend de l'âge d'exploitabilité. Alors, exactement. Exactement, cette surface dépend de l'âge d'exploitabilité. C'est-à-dire que si on fait, du chêne sur 200 ans, on se dit, ben voilà, si notre forêt, après dans les calculs, je vais peut-être me tromper, mais si la forêt fait 100 hectares, avec un hêtre en 100 ans, ça va bien, on fait 10 hectares tous les 10 ans. D'accord. Si c'est du chêne qui fait 200 ans, et ben cette fois-ci, on peut faire 5 hectares tous les 10 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est plus on réduit l'âge d'exploitabilité, plus on augmente la surface à régénérer. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ça la logique. Ce qui va... Donc Natura 2000 aussi, j'ai oublié de le dire. Natura 2000, 2000 hectares quand même, depuis les années 2000. D'accord. Donc, oui, c'est ça, une des premières Natura 2000 aussi du département des Ardennes. Avec le Natura 2000, pourquoi je disais ça? L'âge et tout. Et les vieux bois. Donc les vieux bois. Les vieux bois, on était là. Ce qui fait que les collègues, ici Natura 2000, le rapport, c'est que dans le document de Natura 2000, il y a eu différentes choses qui nous ont permis justement de faire inventaire de chauves-souris. 13 types de chauves-souris avec un agent sur le secteur qui a fait partie du réseau national de l'ONF, Chiroptère, et donc filet japonais le soir. Donc petit à petit, on a côtoyé aussi, travaille avec l'association naturaliste Le Renard. Donc on a côtoyé au niveau des forestiers de terrain au départ, on a côtoyé donc des spécialistes, des scientifiques ou des associations naturalistes, ce qui fait que, je dirais bien, la fibre environnementaliste s'est un petit peu développée. Et grosso modo, quand on arrive dans les années 2012, où là, l'aménagement qui dure pour une période de 20 ans, on dit il faut savoir ce qu'on va faire pour les 20 prochaines années, on commence à mettre du violet partout comme ça, on se dit là, si on fait ça, notre forêt, le Picmar par exemple, tu disais, il faut 300 hectares de vieux bois, en théorie, par couple, pour avoir ce qu'il lui faut pour se reproduire, se nourrir et ainsi de suite. Donc là, si on commence à diminuer notre forêt de 600 hectares par an, enfin pas par an, 600 hectares sur les 200 ans, le nombre de coupes de pics noirs, il va sacrément diminuer, quoi. Donc il y avait un monsieur aussi qui avait fait une étude, pas chez nous, au niveau justement des oiseaux, ce qui était comment quantifier ou qualifier une forêt, sa biodiversité par rapport à sa population d'oiseaux. Que dans une forêt, on va dire, à forte coupe rase, il va y avoir une forte biodiversité, parce qu'il va y avoir beaucoup de sortes d'oiseaux dans les 10 premières années. Et par contre, ce sont des oiseaux qu'on va rencontrer dans les pâtures ou dans les bocages, des trucs ou dans les jardins, des trucs vraiment qui n'ont pas beaucoup, entre guillemets, attention à chaque fois, vous me tolérerez des erreurs de langage ou vous me reprendrez, là, je suis sous la serrure scientifique ou sous les vôtres aussi. Voilà. Par contre, donc des espèces qui étaient inféodées à des milieux qui n'existaient que en forêt, donc des vieux bois particulièrement, et des gros arbres, donc de plus de 100 ans, mais on avait encore quelques petites parties du massif où il y avait des bois qui avaient plus de 200 ans, voire 270 ans. Donc dans ces endroits-là, on disait, c'est vraiment, a priori, le forestier, quand il voit des vieux bois de 270 ans, il dit, ouais, c'est ceux-là qu'il faut que je coupe tout de suite pour avoir régénération naturelle ou plantation. D'accord ? Donc là, partant de là, on s'est dit, on a 13 types de chauves-souris. Alors pourquoi je souriais tout à l'heure, c'est qu'il y en a un, si le nom je vais peut-être encore oublier et mélanger, mais c'est le fameux murin de Bechstein. Je crois que lui ne se déplace justement qu'en allant taper dans la canopée au fur et à mesure. Donc il arrive ici, s'il envoie son système d'écolocation, s'il y a 600 mètres comme ça où il n'y a rien devant lui, oh là, c'est un désert, il fait demi-tour et puis il reste. Donc on en revient à mes petites zones de blanche. Si on a du murin de Bechstein qui est là, et bien pratiquement, il ne croisera jamais une copine de l'autre bout de la France, enfin qui n'est pas l'autre bout de la France. À l'échelle ici, ça doit faire 10 km, quelque chose comme ça, le massif. Donc, voilà. Et autour, particularité aussi, ce sont des pâtures, des prairies, quoi. Donc l'idée, c'était de dire, déjà, qu'est-ce qu'on a comme peuplement intéressant? Donc intervention de personnes au niveau flore, au niveau entomofaune, au niveau chiroptère, ça on l'avait, ornitho un petit peu aussi,
Et pour voir, alors bryophyte, j'avais pas à l'époque, monsieur spécialiste bryophyte, n'était pas avec nous. Mycologie, non, c'est pareil. Alors pourquoi? Parce que ce qui est très intéressant, c'est de faire le bilan de ce qu'on a avant toute chose. Seulement, en général, on n'a pas tout à fait le temps. Et entre le moment où on se dit il faut faire l'aménagement, même si c'est prévu longtemps à l'avance, le moment où on dit où il faut prévoir l'étude, grosso modo 1 an à l'avance pour qu'elle soit mise dans les temps et qu'elle soit prévue au budget. Donc grosso modo, ça devient un petit peu compliqué. Ce qui fait qu'on a fait après avec ce qu'on pouvait, c'est pour ça que c'est pas la panacée non plus, mais c'est avec ce qu'on avait appris comme connaissance à l'époque, ou avec la personne la plus douée au niveau coléoptère dans les Ardennes qu'on connaît. Si lui connaît au niveau national quelqu'un qui va bien, c'est impeccable. Mais sinon après, on est limité un petit peu avec nos connaissances. Donc on a fait ce qu'on pouvait avec les connaissances de l'époque. C'est pour ça que je leur dis bien, c'est pas la panacée, mais c'est ce qu'on faisait. Donc 9 ans plus tard. Comment ? Et au niveau échantillonnage, comment vous avez procédé en entomo? Parce que sur un massif comme ça, tu ne peux pas, ouais. Faire quelque chose de... Non, donc là c'est pareil, ça vaut ce que ça vaut. Donc je finis juste sur les corridors. Donc ce qui fait qu'après on a dit, bah voilà, il y a quelque chose d'intéressant au niveau lichen ici. On a des mares aussi, on avait un archipel de mares. Donc on a essayé d'intégrer les mares à l'intérieur de notre système de corridors pour les rattraper. On a aussi des vieux peuplements, comme j'avais dit, 270 ans. Donc ça, ils étaient un petit peu localisés un petit peu à ça avant. Et on avait quelqu'un du CNRS, pareil, qui faisait une étude sur les insectes saproxyliques, donc ceux qui se nourrissent de bois déjà morts. Donc là, on l'a orienté particulièrement vers ces zones où il y avait des peuplements de plus de 200 ans, on va dire. Avec système de piège après, et puis voir un petit peu ce qu'il a trouvé comme chose intéressante. Et puis on avait une zone avec des écrevisses à pieds blancs, aussi avec arrêté de protection de biotope, et puis je ne sais plus encore quoi, des zones plus pour le forestier. On avait des zones avec des érables qui avaient 140 ans, qui font 80 de diamètre et puis 40 mètres de haut. Pareil, où on a fait depuis déjà 2 aménagements au moins, voir jusqu'à quel âge on peut les maintenir sur pied. Alors qu'habituellement, ils sont coupés à 50, 60, 80, 100 ans. D'accord. Et je passe la parole. Au niveau maillage, je vais juste dire un petit truc qui est super important par rapport, pour compléter ce que tu viens de dire. Quand on va parler d'espèces, on va prendre en compte la dispersion des espèces, c'est-à-dire que chaque espèce a une mobilité qui lui est propre. Il ne faut pas croire que toutes les espèces peuvent faire 10 km. Il y a des espèces malheureusement qui sont restreintes. On l'a vu tout à l'heure hier avec la présentation entomofaune. Et ça c'est hyper important à prendre. Donc on va dissocier les grands disperseurs des petits disperseurs. Et quand on va mettre en place les corridors, regarde la dernière carte, elle est super. Quand on va prendre en compte les corridors et autres, on va prendre en compte donc leur moyen de mobilité. Et ça, il faut le garder en tête quand on met en place des mesures de gestion pour restaurer les continuités écologiques. Il faut prendre en compte en général les espèces qui sont en écologie la plus restreinte en termes de déplacement. C'est déjà le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est de connaître son écologie. Et en fait, il faut savoir que les espèces ont une perméabilité qui leur est propre. C'est-à-dire qu'en termes d'habitat, elles ne vont pas passer dans des habitats identiques. Il y a des habitats qui vont leur donner un coût énergétique qui va être trop important. Par exemple, si on prend, je vais prendre la grenouille argile, je pense que tout le monde connaît la grenouille argile, si vous lui mettez une forêt, elle va avoir du mal à passer. Et en termes de distance, si vous lui mettez une mare à 10 km, elle n'atteindra jamais la mare. Donc en fait, les individus vont être isolés les uns des autres et génétiquement, ça va créer de la dégénérescence et donc aussi une moins bonne adaptabilité et une moins bonne résilience aux changements climatiques qui vont venir. Quand on va parler continuité écologique, on parle aussi pour le changement climatique. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment quelque chose de global qu'on prend en compte. Donc ça, c'était super important. Et donc du coup, je te laisse continuer. Alors que c'est moi qui voulais quelque chose, tout ça. C'est pareil au niveau du temps. Moi, j'ai pas regardé mon téléphone. Dès que ça va plus, il faut nous le dire. Voilà. Donc le maillage. S'il te plaît, Stéphane, oui. je voudrais signaler une cigogne noire qui vole au-dessus du peuplement. Allez bien, regardez la cigogne noire. Cigogne noire, c'est quand même une rare. Ah ben tout à fait. C'est un aigle ardennais. Voilà. Elle bougeait pas. Je l'avais aussi. On l'avait aussi à Signy-l'Abbaye. Hein, voilà, mais elle s'approche, elle s'approche. Ça c'est parce qu'on a le correspondant cigogne noire, il est avec nous, donc elle les suit partout. Quoi. Elle est dressée en fait. Celle-là, dès qu'elle sait qu'il y a un rassemblement, voilà. Ça va être un des emblèmes de l'Ardenne maintenant, après le sanglier. Donc, oui. Tout à fait, espèce parapluie, c'est ça. Espèce surtout indicatrice qu'avec un peu de chance, c'est qu'il y a encore des gros arbres dans lesquels elle peut faire son gros nid. Et donc partant de là, s'il y a des gros arbres, c'est là qu'on arrive après à avoir le pic
noire, par exemple, qui va faire des grosses cavités et qui est une espèce parapluie. Parce que typiquement, j'avais quoi? Ça doit être le pigeon, là, comment ça s'appelle? Colombin. Merci, docteur. Le pigeon colombin. Le pigeon colombin. Donc ça, c'est pareil. On a travaillé avec l'Office national de la chasse à l'époque qui faisait une étude sur les pigeons colombins. Et vu qu'on avait des peuplements assez âgés, cette fois-ci de hêtres, dans lesquels il y avait des trous, il est venu voir un petit peu s'il y avait du pigeon colombin. Et à partir du moment où on en a, ça, c'est une vraie espèce parapluie. Parce qu'il déjà... C'est un pigeon qui ressemble à un pigeon, grosso modo. Non, une espèce parapluie. Ah, une espèce parapluie, pardon. Une espèce parapluie, donc le principe, c'est que si elle est là, ça veut dire qu'en dessous, il y a tout un tas d'autres espèces. Et dans l'exemple avec le pigeon colombin, c'est qu'il faut qu'il y ait déjà un trou de pic. Mais le trou de pic, grosso modo, au début, il va être habité par le pic. Après, il va être habité, je veux dire n'importe quoi, admettons, par l'écureuil. Après, il va être habité encore par la citelle, il va être abrité par un hibou et ainsi de suite. Donc grosso modo, si le pigeon colombin, qui lui est quelque chose de très fragile, entre guillemets, s'il y a quelqu'un d'autre qui est dans son nid, il vient plus, quoi. Donc là, s'il y a encore de la place pour nicher, ça veut dire qu'il y a aussi toutes les autres espèces qui sont en dessous. Donc c'est un super indicateur, bio-indicateur entre autres, par exemple. Donc voilà. Donc l'histoire de l'entomofaune, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est pareil. Là, ça fait partie des choses où, à l'époque, les réseaux de l'ONF n'étaient peut-être pas encore structurés tellement comme ils sont aujourd'hui, avec des spécialistes un petit peu dans tous les coins. Donc là, grosso modo, pour l'entomofaune, on n'a pas fait de point précis ou d'étalonnage, quoi que ce soit. Donc j'ai travaillé simplement avec monsieur Grafto, qui était, si quelqu'un connaît ou pas, dans les Ardennes. Son prénom, je ne sais plus, mais qui vit tout seul avec sa mère. Ouais, et ben voilà, c'est ça. Donc j'avais fait venir à l'époque à Signy-l'Abbaye parce que c'est la personne que j'avais trouvée la plus compétente au niveau, voilà. Et oui, mais c'est pareil, c'est pas le genre de réunion qu'il aime bien, quoi. Voilà. Même avec moi, on était deux et ça faisait beaucoup pour lui, quoi. Et, par contre, donc en l'emmenant dans des endroits comme ça au niveau forêt, que moi je pensais qu'elle pouvait être intéressante par rapport à ce qu'il m'avait dit. Donc à l'époque, on essayait de trouver Osmoderma eremita, hein, qui aurait pu être un truc sympa, un petit coléoptère. S'il y a ça, on arrête l'autoroute. Grosso modo, on coupe moins d'arbres, donc ça peut être assez fort intéressant au niveau espèce parapluie et qui se disperse aussi très peu. Tu vois que j'arrête tout le temps de causer. Donc c'est un truc cavernicole qui sent le cuir de Russie, quelque chose comme ça, et grosso modo qui ne va se propager que les soirs de mai où il y a un peu de pluie, où il y a un peu d'orage, où il y a une grosse température, et il va chercher à 3-4 mètres un autre arbre avec un trou. Et il faut quelque chose comme 1 mètre cube à l'intérieur d'un arbre, en exagérant, 1 mètre cube on va dire, de bois déjà décomposé, quoi. Donc il a une exigence très 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 particulière. Donc si on a lui, ça veut dire que notre forêt est vraiment, on va dire, des arbres fortement vieillis et intéressantes au niveau, et j'arrête après là-dessus, au niveau valeur biologique, c'est-à-dire que je crois que j'avais vu quelque part ou entendu quelque part en discutant, c'est qu'un arbre a 50% de sa valeur biologique qui devient intéressant après son âge d'exploitabilité. Oui. Donc on arrive à l'âge d'exploitabilité qui était dit tout à l'heure. Si on diminue l'âge d'exploitabilité, on va encore perdre un maximum de valeur biologique intéressante après. Je vous laisse la parole. Donc après ce cas concret, en fait, si on prend en compte pas mal d'écologie des espèces, on se rend compte qu'en fait les espèces sont plus résilientes et les continuités écologiques sont mieux quand on a des forêts mixtes, des histoires de mares, parce que quand on a des mares, on va parler libellules, on va parler amphibiens, on va parler nourriture pour les cigognes noires, ça paraît anodin, mais quand on va parler d'une espèce prédatrice, si on ne protège pas sa proie, il y a un petit souci quelque part. Du coup, les réseaux de mares sont super importants aussi, même si on est en forêt. Et moi, je voulais vous proposer, donc aussi, il y a des histoires de bois mort, mais de clairières aussi. Les clairières, on les oublie souvent, mais les clairières, ils ont un rôle aussi important. On en parlait au niveau des insectes, au niveau des espèces saproxylites. Ouais, les larves se développent dans le bois mort, mais les adultes, ils ont besoin de milieux ouverts. Donc les lisières et les clairières vont jouer aussi un rôle très important dans leur développement. Et moi, je voulais juste, pour terminer, vous présenter une question. On a une super coupe rase qui est derrière nous. Les résineux ne sont pas forcément très favorables pour le développement et pour la biodiversité en général, dans la mesure où les plantations monospécifiques, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui affectionnent ce genre de milieu, hormis en milieu montagnard, on va trouver des tétradéidés et autres qui vont privilégier ces milieux, mais en milieu de plaine ou en moyenne montagne, il n'y a pas beaucoup d'espèces, voilà, en monospécifique grand étendu, il n'y a pas beaucoup d'espèces. La chouette de Tellman, par exemple, qui est une espèce d'intérêt communautaire sur le site, elle va l'utiliser pour chasser, mais pas forcément pour se reproduire ou pour trouver sa cavité, puisqu'il faut les pics noirs, elle ne sait pas faire sa cavité. Du coup, on a un super paysage qui est un peu dévasté, entre guillemets. Si avec tous les éléments qu'on vous a donnés, quel type de gestion vous pourriez mettre en place pour pouvoir restaurer ces continuités écologiques? C'est pas à moi de parler.
Si, c'était à moi de parler. Déjà au départ, c'était moi qui détermine les endroits qui sont intéressants. Parce que c'est bien un petit peu ça notre souci. J'ai essayé, à l'époque, c'est pas moi, hein, celui qui a vraiment fait tout ce que je vous ai dit, même si j'étais présent à l'époque, c'était un agent. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Donc c'était Benoît Boquet qui faisait partie du réseau Chiroptère et qui justement a ramené ce principe de corridor écologique. De la première fois qu'on en avait entendu parler, nous, c'était une forêt des Andennes, donc une forêt en Normandie, quelque chose comme ça, pardon, où ça avait été mis en place sur 6000 hectares, avec des corridors par contre qui ne faisaient que 25 mètres de large. Donc on avait essayé à l'époque, nous, de se baser sur les ruisseaux pour relier un petit peu tout ce monde-là. Et par contre, de faire un corridor un peu plus large. Donc de 25 mètres, on était passé à 50, 25 mètres de chaque côté du ruisseau. Et comment on arrive à ça? C'était simplement une grande discussion à l'époque avec l'ONF et avec l'aménagiste en disant, ben voilà, nous on voudrait 100 mètres. Non, non, pas question, 12. Donc voilà. Une espèce de discussion de marchand de tapis pour essayer d'avoir arrivé à quelque chose. Mais parce que pour le corridor en lui-même, on n'avait pas vraiment d'explication. Oui. Je vais t'apporter un élément de réponse. Dans les documents d'urbanisme récemment, en fait, c'est 50 minimum mètres qui est préconisé pour les corridors. En fait, quand tu as deux zones urbaines qui sont présentes et que tu as un espace naturel qui est c'est entre 50 et 100 mètres minimum qui ne doit pas être urbanisé pour préserver les continuités écologiques. Donc ça apporte un élément de réponse. 50-100 mètres, c'est le minimum requis. Bon, à l'époque, je leur dis bien qu'on a fait ce qu'on pouvait. Et dans l'idée, c'était simplement au début, comme je vous ai dit, c'était comment décider qu'il y a quelque chose qui est intéressant, on va dire, à gauche et quelque chose qui est intéressant à droite. D'où le fait de dire, c'est pas seulement le forestier qui doit décider un petit peu, dire, ben voilà, moi j'aime bien le hêtre, donc il faut garder du hêtre, donc le hêtre là-bas c'est intéressant, on va dire que c'est une zone qui est intéressante, et entre les deux on va faire un corridor écologique. Donc ça c'était assez difficile pour nous, d'où le fait de se rapprocher de ce qu'on a pu trouver de personnes qui avaient le plus de connaissances pour nous essayer de nous faire un petit peu évoluer là-dedans. Et après, le relief chez nous était un petit peu différent, il est beaucoup moins marqué. Et par contre, au niveau des ruisseaux, il y a 38 mètres d'argile en général. Hein. La DDE a fait des sondages parce que les routes s'effondrent dès qu'il y a un petit peu de changement de pluviométrie. Donc ils ont fait des sondages, 38 mètres d'argile et puis au-dessus du limon. Donc c'est pas vraiment comme ici. Donc relief moins marqué. Et par contre, au niveau des ruisseaux, ils deviennent très vite encaissés, quoi. Donc on a un lit mineur qui fait 4-5 mètres de large, parce que pas beaucoup de pluie quand même. Et par contre après, ben, on a un lit majeur qui fait une espèce de petite vallée, et là qui peut arriver à 25 mètres. Et dans l'idée après, donc c'était surtout la réalisation pratique de ça. Parce qu'il y a l'idée qui est pas mal. Mais alors après, pour la mettre sur le terrain, il fallait déjà. Donc on a fait ça des fois un peu tard, dans des parcelles qui étaient, ben, je dirais presque un petit peu comme ici, où il n'y a plus grand chose. Donc pour faire le corridor, c'est pas terrible. Et par contre, dans des parcelles où là, les arbres étaient encore là, donc il a fallu matérialiser, donc en se basant sur les ruisseaux, par exemple, nous, et en matérialisant sur le terrain après, de 25 mètres de chaque côté de ce ruisseau-là, plus ou moins, avec un outil pour mesurer à l'époque, ou en se basant sur le lit majeur du ruisseau, et en mettant des systèmes de codes de peinture. Ça devenait peut-être après technique, mais c'était pour se souvenir. Donc on avait les îlots de sénescence, on mettait un barreau horizontal et ça devait être 3 îlots de sénescence, non? Personne n'a posé la question? Ouais, mais bon, ça va, ça c'est. Donc l'îlot de sénescence, on laisse carrément, c'est comme une RBI, on laisse tout vieillir et mourir de sa belle mort, on n'intervient pas et on le laisse comme ça en place. Donc là, on revient au niveau des notes de service, des aspects très réglementaires. Il y a, à l'ONF, c'est pareil, c'est marqué, il y a un pourcentage qui doit être atteint en îlot de sénescence. Alors comme ça, je ne sais plus le pourcentage, mais c'est dans mes documents qui sont là. On a dû en faire 30 hectares, nous comme ça, et répartis dans les endroits, justement, où les arbres sont les plus vieux. Après, tout un tas de choses, en dehors des bords de route, en dehors des endroits où il y a trop de fréquentation touristique ou de choses comme ça, quoi. Oui. Concrètement, si on fait un îlot de sénescence au milieu d'une coupe de régénération, oui, les pauvres arbres ils se retrouvent complètement exposés au vent, au soleil. Alors, d'où la nécessité d'avoir des continuités écologiques. Non. Au départ, il y a tout à fait, c'est exactement ça. L'îlot va tenir longtemps, quoi. Alors voilà, ça c'est pareil, parce que là, je sais pas, mais après il y a la famille, ce qu'on a fait, avantage, on en cause peut-être déjà un petit peu, et puis inconvénient, c'est-à-dire que c'est limité. Donc, et là, le truc typiquement, il y a deux choses. La première, on va dire, c'est que c'est beau et c'est inscrit dans l'aménagement. Donc dans l'aménagement, c'est le document qui va durer comme ça pendant une vingtaine d'années. On a eu la chance de mettre ça dans l'aménagement. Donc entre guillemets, c'est bien. Est-ce que dans 20 ans, ceux qui arriveront derrière vont dire ok c'est bon, ou je mets tout à la poubelle et puis je coupe ce qui reste? Ça, on verra bien, c'est une possibilité. Alors maintenant, c'était sur la surface, effectivement. Quelle est la surface minimum? Là, pour les îlots de sénescence, on va appeler ça comme ça, mais là c'est plus des corridors. Dans l'idée, c'était un demi-hectare maximum, minimum et jusque 3 hectares.
Hein. Pareil, les notes de service très cadrées, très tout ça. Donc, 1 demi-hectare ici, bah, c'est exactement ça. Un bon petit coup de vent là-dessus, si on est mal placé, c'est pareil, quoi. Ça risque de tomber vraiment très fort. Donc on a essayé de faire ça nous dans la surface la plus grande possible et donc aux alentours des 3 hectares, pardon. Fortement intéressant et fortement vieilli, on va dire. C'est déjà du travail un petit peu de prospection. Et après, c'était au niveau des vallons ou des choses comme ça. On peut espérer que ça va un peu mieux. Mais c'est clair que, et ces îlots-là, au moins pour un, ça c'est clair. Le deuxième, non, vous avez raison. Mais pour un, ça c'est clair, il est dans une parcelle en amélioration. Donc ça veut dire qu'au moins pendant 20 ans, autour de lui, ça va rester à peu près comme ça. On va aller enlever quelques arbres, mais c'est tout, quoi. Voilà. Je redonne la parole ? Ouais, je voulais juste faire une précision. Au niveau des îlots de vieillissement et de sénescence, il faut bien se dire que plus la surface est importante, plus on accueille de biodiversité. Donc, il ne faut pas faire des îlots de 10 arbres, par exemple. Hein. Ça rime à rien. Et au niveau du bois mort, au niveau des cavités, au niveau de la sénescence des arbres, et même au niveau du maintien, si on parle mécanique, ça ne tient pas la route. Donc, du coup, il faut quand même miser sur des surfaces importante entre guillemets pour laisser vieillir la forêt et c'est pas un mal entre guillemets puisque la forêt elle a besoin de semenciers et si on les laisse vieillir ça fait quand même des zones de semences idéales pour d'autres secteurs. Juste si on veut enchaîner sur les choses qui peuvent être intéressantes, c'était protection des berges et des ruisseaux parce que ça nous a évité grosso modo d'envoyer des débardeurs, des gros engins à l'intérieur des ruisseaux. Lutte contre l'érosion dans les pentes parce qu'une fois qu'on a un passage d'engin, toute l'eau se met dedans. Et puis donc les zones de lisière et conserver des vieux bois en forêt signée, augmenter la capacité de dispersion pour certaines espèces inféodées. Oui. Au niveau des lisières aussi, très important, les lisières c'est minimum 10 mètres de large. Une lisière d'1 mètre de large, ça sert à rien. Enfin, c'est juste un trompe-l'œuf décoratif, mais en termes de fonctionnalité écologique, il n'y a rien. Donc voilà, c'est juste en précision. Est-ce que c'est document Natura 2000 ça ou... Non, ça c'est document Office national des forêts des crêtes et des riaises. Ouais, non, ouais, c'est juste pour faire le... Non mais tout à fait. Le document d'objectif de ce site est en ligne. Vous allez sur le site du PNR des Ardennes, vous l'avez en ligne, le document. Bah oui, non, mais c'est une question. Ouais, non mais au contraire, ce que je dis, plus il y a de questions normalement, plus ça m'amuse. Ouais. Parce que... Bon. Ouais, c'est pas drôle c'est là. Hein. Ah, mais... ah, si, ça m'amuse. Ouais. Et donc là, après dans les inconvénients, les trucs qui ne vont pas. Par exemple, typiquement, quand on parlait tout à l'heure 100 mètres de large ou 50 mètres, ben voilà, nous avec nos 50 mètres de large, on avait un endroit qui avait été trouvé justement par des promeneurs, mais du muséum d'histoire naturelle entre autres, qui avait dit, ben là-bas, vous avez un lichen. Lobaria pulmonaria, un lichen qui va pousser particulièrement donc sur des vieux arbres et dans des fonds de vallons humides. Donc là, typiquement, si on a gardé qu'un corridor, on revient à l'histoire de la petite taille, qu'un corridor qui fait 50 mètres de large, dans lequel on a enlevé le taillis, parce que c'était une parcelle qui était prévue à passer en régénération, même si on va garder les gros arbres, la lumière qui va arriver de chaque côté va nous assécher carrément cette zone-là, malgré tout, et va tuer. On aura petit lichen, mais qui va sécher, quoi. Donc c'est vraiment pas idéal pour lui, quoi. Donc ça, typiquement, c'est ça. C'est l'exemple du dessin qui est là. C'est-à-dire qu'il aurait fallu plus grand ou plus large. Après, voilà, quoi. C'est ce qu'on a pu déjà à l'époque. Et par contre, donc, se rendant compte de ça, eh ben, typiquement sur les parcelles, toujours de la continuité de ce ruisseau-là, avec toujours ce vallon fort encaissé, les parcelles qui sont en dessous en amélioration, surtout on fait bien attention de garder ça. Et dans les parcelles qui sont en régénération, encore en dessous, cette fois-ci, on garde le taillis. On a pris la forêt dans l'état où elle était aussi quand on l'a pris, hein, sur les 1000 hectares. Donc dans la zone en dessous, en régénération, là, cette fois-ci, dans les zones de corridor, on garde le taillis, quoi. On est 12h05, on finit à 12h10, donc 5 minutes de questions, si vous voulez. Par rapport à Natura 2000, les préconisations, quand il y a un souci, de toute façon, on dit c'est des directives, on donne ça comme indication, mais on n'est pas obligé de les respecter quand même. Enfin voilà, c'était juste ça. Et puis, parce que il y a des cas de Natura 2000 où on a coupé la lisière, par exemple. Et on a beau expliquer quand même Natura 2000, c'est une grande philosophie européenne. Donc, c'est une directive donc, qui est applicable différemment en fonction des pays. La Belgique, par exemple, a choisi la réglementation stricte. La France a décidé la concertation. La France a été mauvaise élève jusqu'en 2010, donc l'Europe nous a tapé sur les doigts en termes surfaciques et en termes d'exigence. Donc c'est pas une réglementation au sens strict, mais maintenant il y a des évaluations d'incidence depuis 2010 qui sont tombées. Certaines coupes rases nécessitent une évaluation d'incidence pour évaluer l'impact que ça va avoir sur ces fameuses espèces parapluies qui sont protégées à l'échelle européenne. C'est vrai, mais si le propriétaire a quand même envie de couper,
concrètement, il n'y a rien qui peut être fait contre lui. Les 3 habitats forestiers sur 4 d'intérêt communautaire sont dans un état de conservation défavorable. Je veux bien que ce soit Ouais. Il n'y a aucune exigence réelle par rapport au propriétaire qui fait ce qu'il veut sur sa parcelle, même si elle est naturelle. Oui, oui, non, mais il y a le CLPF en face qui me fait oui, oui. C'est totalement ça. Mais après, moi, avec l'urbanisme, on a aussi des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez aussi des leviers au niveau du code de l'urbanisme qui existent. Donc, quand il y a des révisions au niveau des PLU et autres, il y a des classements qui existent, comme les EBC et autres, ça paraît anodin. Mais un EBC, par exemple, quand vous classez un secteur en EBC, vous êtes contraint de demander l'autorisation au maire. Donc après, c'est la responsabilité de l'élu. Mais c'est possible. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que tu voulais t'exprimer. Bonjour à tous. Donc, Thomas Maglé du Centre national de la propriété forestière. Donc, je viens à titre privé, exactement la même chose que Benjamin. Le CNPF, alors très rapidement, on est un établissement public au service des propriétaires privés. Par rapport à l'ONF, gestion des forêts domaniales et communales, nous au niveau CRPF, on a le volet administratif, mais on n'a pas le volet gestion. Pour tout ce qui est gestion, c'est notamment les coopératives, les experts et les techniciens indépendants qui interviennent auprès des propriétaires privés. Au niveau du CNPF, il y a une réglementation au niveau forestier comme au niveau des forêts publiques. Il y a le code forestier. Sur la route, il y a le code de la route qui vous permet une réglementation au niveau limitation de vitesse. Celui qui a envie de rouler à 150, il peut rouler à 150. Au niveau du code forestier, notamment les forêts qui font plus de 25 hectares, les propriétaires sont soumis à documents de gestion. C'est comme les documents d'aménagement au niveau de la forêt publique, où le document décrit les différentes parcelles du propriétaire, les types de peuplement, et en face, vous avez un programme de coupe et travaux. Au niveau du CNPF, on vérifie notamment que le document qui nous est déposé est bien conforme au code forestier. Clairement, un propriétaire qui achèterait par exemple 50 hectares de forêt et souhaiterait mettre à blanc pour mettre de l'eucalyptus, clairement, c'est pas possible. Après, par rapport à la question sur le Natura 2000, au niveau c'est ce qu'on appelle nous les annexes vertes, notamment pour tout ce qui touche la directive oiseaux, notamment les propriétaires qui ont donc plus de 25 hectares, nous on vérifie que le document de gestion est bien conforme et que le propriétaire tient des engagements au niveau de la conservation d'espèces au niveau oiseaux. Pour tout ce qui est habitat forestier, on a tout ce qui est habitat communautaire qui sont protégés, des seuils de surface en coupe rase qui sont limités. Par exemple, clairement, une érablée freinée en fond de vallon, il y aurait par exemple 2 hectares ou 3 hectares de ce type de peuplement, le propriétaire ne pourrait pas la mettre à blanc. Voilà. On a presque fini. Juste Stéphane qui va donner une super note de fin et puis on est bon. N'applaudissez pas. C'est juste parce que dans les inconvénients de ce que je dis tout à l'heure, j'avais pas fini et pour dire qu'on aurait pu faire mieux. C'est dans l'idée que au niveau du corridor, ça c'est bien entre guillemets, mais c'est malgré tout qu'un squelette après qui va rester de la forêt, quoi. Donc dans l'idée, c'était au lieu de faire de la futaie régulière comme ça, c'était pourquoi pas, et la forêt de Signy s'y prêtait, passer en futaie irrégulière, d'accord. Et là cette fois-ci au niveau espèces inféodées au vieux peuplement, on en aurait eu plus. On aurait eu moins de biodiversité, mais plus d'espèces justement patrimoniales inféodées au vieux peuplement. Et malgré qu'on ait du chêne là-bas à Signy, il y a une telle dynamique de pousse, de quoi que ce soit là-bas, et on a déjà des peuplements qui sont complètement irréguliers, peut-être pas faire ça au niveau du terme, mais bon, des peuplements avec des arbres de tous les diamètres et de tous les âges, que ce serait possible. Mais ce qu'il y a, c'est que ça nécessite beaucoup plus de temps, beaucoup plus de personnel, et puis après, il y a tout un tas d'autres contraintes qui viennent se gréver derrière, au niveau de l'exploitation, des machines, au niveau du bilan économique, et ainsi de suite. Mais voilà, donc c'était pourquoi personne m'a dit pourquoi on n'avait pas fait de futaie irrégulière plutôt que de s'embêter, voilà, plutôt que de faire des corridors. Voilà. Et c'est fini pour nous.